bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Voif et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Nous allons voir ensemble les livres que j'ai lus au mois de juillet. Et si vous avez vu la miniature de cette vidéo, vous savez déjà que j'ai lu pas moins de 6 livres, ce qui pour moi est énorme, surtout que le premier livre était une petite pavasse. Ces livres, je les ai tous lus dans le cadre du Magicarium organisé par Madame Errance, qui était un challenge qui allait du 1er juin au 31 juillet, mais moi j'ai essentiellement lu en juillet. Le Magicarium, pour rappel, nous a menés dans une école de magie dans laquelle nous avions des matières principales et à côté de cela, on pouvait choisir 2 spécialités ou plus si on était grand lecteur, et quoi qu'il arrive, avec les matières du tronc commun, les matières principales, plus 2 spécialités, eh bien on pouvait devenir dresseur de dragons, druide, mage élémentaire ou professeur de magie. En ce qui me concerne, ayant validé toutes les matières principales et 3 des 4 spécialités proposées, je suis à la fois une dresseuse de dragons et un mage élémentaire. On va s'arrêter là pour le rappel du Magicarium et on va rentrer tout de suite dans mes impressions concernant ces 6 livres lus. Le premier livre que j'ai lu, c'est La Guilde des Ombres, le tome 1, Le Don de Mort d'Anatrice aux éditions Pocket. C'est une petite pavasse de 860 pages, une petite pavasse dont je vais essayer de faire un résumé potable. Je suis désolée Johanna, si tu passes par là, il sera sans doute bien moins bon que le tien ou les tiens, mais en même temps moi c'était ma première lecture, après une grosse propagande. Si vous ne savez pas qui est Johanna, si vous ne savez pas pourquoi la Guilde des Ombres c'est lié à elle, allez faire un petit tour sur la chaîne La Citadelle de mes lectures. Donc, dans la Guilde des Ombres, on suit Panama, qui est une jeune humaine. Elle a 10-12 ans au début du roman, et elle développe le don de mort, un don qui va intéresser les elfides, et plus précisément ceux qui font partie de la Guilde des Ombres et qui eux aussi ont des dons, puisque ce sont a priori les elfides qui ont des dons, donc c'est assez étonnant de voir une humaine avec, en plus avec ce don-là. Donc, elle arrive dans la Guilde des Ombres, qui est une guilde d'assassins, et elle va suivre une forme d'assassin, une formation d'assassin, une formation en accéléré avec un tuteur, comment dire, à la fois sombre, mystérieux, énervant et tout ce que vous voulez. Mais très pertinent dans ce qu'il dit et surtout très efficace en termes d'assassinat. Cette jeune fille, donc, va venir dans cette guilde, va faire ses preuves et des preuves elle en a à faire puisque donc elle est humaine au milieu des elfides et d'autant plus qu'elle n'a pas le droit de divulguer son don à qui que ce soit. C'est un résumé ma foi pas très réussi je crois, mais on va le garder. En ce qui concerne mon avis, eh bien c'est de la fantasy adulte, évidemment. On a des scènes qui sont parfois très trash. On a souvent du sombre, de la violence, on a beaucoup de mystère également. C'est une fantaisie qui moi m'a rappelé une saga que je suis, qui est l'Épée de Vérité, mais donc celle-là je la lis, mais également une saga que je regarde. Alors bon, c'est une saga littéraire, mais moi je la regarde sur Prime, donc j'en suis à peine à la saison 1 ou 2, je sais plus, La Roue du Temps. Pour moi il y avait des similitudes avec ces 2 sagas. Ce qui fait qu'à la fois ça m'a fait apprécier ma lecture puisque j'ai retrouvé ce qui me plaît déjà ailleurs, mais en même temps je me suis dit ouais en fait c'est des choses qui existent déjà. Donc vous voyez on est dans une espèce d'entre-deux, mais bon c'est quand même une lecture que j'ai dévorée, au vu de la pavasse, c'était ma première lecture du mois et elle m'a pas pris longtemps. Enfin je veux dire voilà. Pour moi qui ai grandi avec Licia Troisi, donc qui est une autrice italienne dont j'ai lu 3 trilogies et une pentalogie. J'avais commencé une autre trilogie mais elle n'a pas été finie de publier. Bref, parmi ces 3 premières trilogies que j'ai lues, la deuxième se consacre à des assassins et bon c'est plutôt pour les jeunes quoi, pour les ados. Et en fait Panama c'est un petit peu la suite, disons que c'est la même chose mais pour adultes. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et bref tout ça pour dire que j'ai mis à ce roman la note de 18 sur 20 et que je ne peux que le recommander et que j'ai hâte de lire la suite, qui sera d'ailleurs sans doute mon premier livre lu pour l'Assassin's Books Challenge organisé par Je vous le donne en mille, Johanna. Le second livre que j'ai lu, c'est un tome 2, c'est celui de Griffes d'encre, donc là ici c'est l'intégrale
Le second tome c'est Sang d'encre, voilà. Oui, c'est ça. Donc le second tome c'est Sang d'encre de Lucille Chaponnet en auto-édition. Donc auto-édition une nouvelle fois de qualité en même temps avec Lucille Chaponnet, on sait où on va et on va dans quelque chose de très bon, voire d'excellent bien souvent. Et donc là on retrouve notre héroïne Jane qui après les événements du tome 1 a parfaitement intégré la société de ceux qui protègent alors la SSFMI, mais je sais plus ce que c'est, la société secrète française et après j'ai oublié MI. Du monde invisible, voilà, ça y est. Désolée pour le petit bug. Donc en gros c'est une société qui est chargée de protéger le monde visible, donc vous et moi, du monde invisible, c'est-à-dire des créatures surnaturelles qui parfois interfèrent, voire font des catastrophes. Et donc elle a, lors du tome 1, intégré cette société secrète en tant que agent, hein, à la base elle était mercenaire je crois, oui c'est ça. Et donc là elle est plus ou moins fonctionnaire, elle travaille pour l'État, voilà, bref. Sauf qu'il lui est arrivé des petites choses dans le tome 1 qui font qu'elle est suivie dans le tome 2. Donc à la fois elle mène des missions pour la SSFMI et à la fois elle va devoir se surveiller elle-même parce qu'il se passe des petites choses en elle qui sont pas très cool. Dans ce tome-ci, nos héros sont envoyés à Prague. Donc quand je dis nos héros, c'est que nous avons donc notre héroïne Jane, nous avons le chef dont j'ai oublié le nom et qui est un demi-démon, nous avons la meilleure amie de Jane parce que Jane ne part jamais sans sa meilleure amie Melissa, et nous avons également son chat. Parce que pareil, elle ne se sépare jamais de son chat. Voilà, au passage, si vous cherchez encore un livre avec des chats pour l'Assassin's Books Challenge dont je parlais à l'instant, ce livre-ci, c'est parfait. Alors ce livre-ci, c'est quoi? C'est donc de l'urban fantasy. Nous avons une héroïne badass comme on les aime vraiment, qui fonce d'abord et qui réfléchit ensuite, même si elle ferait bien évidemment de réfléchir avant, hein. On a de l'enquête, on a des créatures surnaturelles qui sont de plus en plus puissantes, hein. Dans le tome 1 on a une créature ultra puissante avec, bon, mine de rien quand même un dragon et compagnie. Dans le tome 2 on a plein de créatures qui sont aussi puissantes que celles de la première, sauf que maintenant bien sûr ils ont compris comment les vaincre et d'ailleurs c'est pour ça qu'on les appelle à Prague. Ce tome 2 donc permet d'étendre l'univers puisqu'on sort de France. Il permet également de faire évoluer les personnages ainsi que les relations qu'il y a entre ces personnages. Et je l'ai trouvé très intéressant, il est largement à la hauteur du tome 1 et du coup je lui ai mis la note de 19,5 sur 20. Je ne sais plus pourquoi j'ai pas mis 20, peut-être parce que encore une fois, vu que c'est un tome 2, on enlève de la surprise. Mais mine de rien, la fin est waouh, j'ai juste envie de lire le tome 3. D'ailleurs je sais même pas pourquoi je me suis retenue de caser le tome 3 dans la Assassin's Books Challenge. C'est vrai, j'aurais pu le mettre. Peut-être qu'il y apparaîtra finalement, je sais pas, on verra. Allez, passons à la suite. Le troisième livre que j'ai lu, c'était une petite nouvelle de 24 ou 25 pages d'Edgar Allan Poe. C'était Le cœur révélateur, dans lequel on y suit un homme qui pète complètement un câble, enfin plus ou moins. C'est-à-dire qu'il commence par vous dire « je ne suis pas fou ». Et en fait, lors de la nouvelle, vous comprenez que quelque part potentiellement il est un peu taré. Cela étant, alors bien que j'avais beaucoup apprécié l'écriture d'Edgar Allan Poe, et c'est pour ça que je m'étais dit tiens je vais lire ça, en dehors du fait que c'était gratuit, c'est une petite nouvelle, et qui dit nouvelle dit texte percutant, mais texte aussi auquel il faut s'accrocher, parce que l'auteur nous place en tant que, comment dire, c'est comme si le narrateur nous parlait à nous et il s'adresse vraiment à nous et il nous raconte ce pourquoi il n'est pas fou du coup. Sauf que à la fois ça vous immerge mais à la fois ça vous demande un travail de réflexion pour vous immerger dedans. Et j'ai dû le lire 2 fois, la première fois étant dans le train avec ma fille à côté. C'était pas facile, hein. Du coup je l'ai recommencé une fois que je suis arrivée à destination, je l'ai lu d'une traite et là cette fois-ci j'étais bien mieux immergée. Pour autant du coup ça m'a pas trop plu en tant que lecture. Côté écriture, j'arrive à voir toutes les qualités de ce texte, vraiment quand on s'immerge dedans, il est immersif, il vous fait prendre part à l'histoire. Après côté lecture, évidemment le fait d'avoir dû le recommencer, le fait d'avoir eu à réfléchir et à me concentrer pour pouvoir bien tout comprendre. Pour une petite nouvelle, évidemment c'est pas top. Ce qui fait que
mitigée comme je l'étais, j'ai mis à cette nouvelle la note de 14/20. Ensuite, vu qu'on est en été et vu que je partais en Bretagne, j'avais mis dans ma pile à lire Des vacances à mon cœur de Cécilie Aden aux éditions BMR, qui est donc une romance qui se passe à Saint-Malo. C'est l'histoire d'une fille qui, après avoir vécu une rupture assez compliquée, et après avoir un petit peu... pas un petit peu même, après avoir vécu une dépression suite à cette rupture, va décider de tout fiche en l'air et de partir pour un road trip d'1 an. Pour ce faire, elle loue un van, sauf que lorsqu'elle arrive à, je sais pas où, en Bretagne, enfin bref, qu'il lui faut faire de l'essence, et elle se trompe. Elle met du diesel en pensant que c'est un véhicule, voilà, c'est un gros véhicule, donc forcément c'est du diesel. Sauf que le combi qu'elle a loué, il demandait de l'essence, donc elle va péniblement arriver à Saint-Malo, où un mécano très ronchonchon, comme elle l'appelle, va s'occuper de Marguerite, Marguerite étant le petit nom qu'elle a donné à son combi. Je ne vous ai pas présenté les personnages c'est Lila et Loïc. Donc Lila, notre jeune héroïne, et Loïc, le héros. Loïc est un papa, Loïc est père d'une petite Emma de 4 ans, ce qui fait de cette romance une romance à la fois légère et profonde, et qui parle parentalité. Parentalité pour lui, mais aussi parentalité pour elle qui pourtant est célibataire, sans enfant. Donc il y a des thématiques très profondes dans cette romance, je ne m'y attendais absolument pas du tout. Moi je l'ai pris parce que la couverture était solaire, l'autrice qui m'en a parlé était solaire, la fan girl qui avait à côté me disait que la protagoniste était solaire, et tout ça est vrai, et pourtant ça n'empêche pas la part sombre de son passé, à elle comme à lui d'ailleurs, ça n'empêche pas à la vie d'être dure, d'être dure avec vous, et de vous emmener dans les endroits les plus sombres pour que éventuellement, si vous pouvez, si vous vous accrochez, vous remontiez vers le soleil. Et c'est précisément ce qui se passe dans cette romance que j'ai, pour ça, beaucoup aimé. La seule chose qui m'a dérangée dans cette romance, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait un problème éditorial de relecture, parce que parfois dans la même phrase on va avoir, je vous ai mis un exemple, je ne lui ai même pas dit, voilà, un truc dans le genre, et bien qu'elle soit, voilà, elle fait combien, 350 pages à peu près, il y en a bien sûr pas à toutes les pages, heureusement, hein, bon quand même, mais il y en a assez pour que ça m'ait dérangé, et assez... Je pense que je suis trop pointilleuse et que du coup j'ai pas pu passer à côté. J'étais tellement immergée dans ma lecture que à chaque fois, ou le peu de fois, je sais pas comment je dois dire, mais ça m'a sauté aux yeux et ça a gâché mon réel plaisir de lire cette romance. Donc pour ces raisons, j'ai mis à ce livre la note de 17/20. Cela étant, je ne peux vraiment que vous le recommander. Moi qui me plains de lire des choses qui sont peut-être trop jeunesse, bon pas la Guilde des Ombres, on est d'accord, hein, qui ont des thématiques qui ne me touchent pas, là clairement ça m'a touchée. Pas parce que je suis père célibataire, pas parce que je suis célibataire sans enfant, hein, parce que tout ça c'est faux, mais parce que ce qui touche à la parentalité, ce qui touche à la rupture, ce qui touche à la dépression, ça peut toucher tout le monde quand on a mon âge. J'en ai vu une partie, j'en ai vécu une autre, et franchement c'est c'est à lire. Lisez-le si tout ça ce sont des thématiques qui vous parlent. Ou tout simplement si vous voulez vous évader en Bretagne avec un van. Le livre suivant, je l'ai lu en 2 jours. Et pourtant il fait 260 pages. Pour moi qui lis normalement que, entre guillemets, 50 pages par jour, ou en tout cas c'est mon objectif, lire 260 pages en 2 jours, effectivement c'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il m'a énormément plu. De quel livre parle-t-on? On parle de Loup solitaire de Blandine P. Martin, donc en auto-édition, qui est le premier tome de Lune d'argent. Ici encore on a des thématiques de la famille, puisque notre héroïne Louve, qui n'en est pas une de Louve puisque c'est une métamorphe, elle a un fils qui s'appelle Mika qui a 12 ans, c'est un ado, et alors même si j'ai pas d'ado à la maison, on comprend qu'elle veuille faire tout pour le protéger, lui qui a peut-être le gène métamorphe de sa maman. Le papa, on en parle très peu, je vous laisse le découvrir dans ce roman. Le loup que l'on voit à côté, c'est Kenan, donc un homme qu'elle va rencontrer dans la ville où elle habite. Et elle fuit ceux qui sont plus ou moins comme elle
où elle fuit un peu tout, je crois. Elle aime sa solitude, elle aime le fait d'être seule, de pouvoir gérer son fils comme elle l'entend. Donc elle vit dans un camping, dans une caravane, et ça lui convient parfaitement. Tant qu'elle parvient à subvenir à ses besoins, tout va bien. Quant à lui on sent qu'il fuit quelque chose. Dès le début, on le comprend. On sait juste pas quoi. Ils vont tous les deux rencontrer la meute de loups-garous du coin et ça va se transformer en quelque chose de beaucoup plus intense. Il y a une romance qui s'établit entre les deux, mais c'est du slow burn comme c'est si bien les faire Blandine P. Martin. D'habitude je la connais en contemporain, en romance contemporaine. Ici on est dans une romance donc urban fantasy, donc surnaturelle, mais c'est quand même du slow burn et ça prend vraiment son temps et c'est tellement agréable de voir les sentiments qui peu à peu se développent, contre lesquels pourtant nos deux héros vont lutter parce que l'un comme l'autre, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de ce genre de relation. Et bien évidemment c'est quand on n'en a pas besoin que ça arrive, c'est toujours comme ça, en tout cas à ce qui paraît. En somme, j'ai trouvé que c'était un excellent mélange de tout ce que j'apprécie et c'est pourquoi j'ai mis à ce roman la note de 18/20. Le dernier roman que j'ai lu était un roman numérique. Il s'agissait des Dragons de la Cité Rouge de Eric Witzel. Alors, tout d'abord, j'ai eu la surprise à la fin du livre de me rendre compte que ce Eric Witzel, alors moi je le prononce à l'allemande parce que je sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'il était soit germanophone, soit éventuellement américain, puisque là-bas les noms c'est tout et rien. Mais en fait il est français. Et alors là, je suis restée sur... voilà, Et donc c'est un auteur de fantasy français, ce n'est pas son premier essai. Ici par contre c'est un one-shot. Un one-shot dans lequel on va suivre Alec Deran qui est un chasseur de primes. Donc lui, tant qu'on lui donne de l'argent, il va remplir les missions que vous lui offrez jusqu'au jour où eh bien, ça va être la reine de son ancien royaume. Puisque avant il était officier, bien que gitan, il était officier pour un royaume du Nord. Un royaume qu'il a quitté il y a une dizaine d'années suite à des événements dont il est question dans ce livre. Plus ou moins d'ailleurs parce que ça reste flou. Et donc il va un peu à travers tous les royaumes jusqu'à ce que la reine lui demande son aide parce que son fils a été enlevé. Et son mari est parti à la recherche du fils, mais il est arrivé malheur à son mari. Il va accepter pour deux raisons. La première, bien sûr, il est chasseur de primes, elle est reine d'un royaume assez puissant, donc elle va le payer tout ce qu'il faut. La deuxième, c'est qu'en fait cette reine, lorsqu'elle était princesse, eh bien c'était son amante. Voilà. Et lui, il a combattu aux côtés du roi, le roi qui était d'accord avec cette relation, donc en fait ils ont un passif tous les deux. Ce qui le pousse également à accepter cette mission, c'est qu'en fait la rançon que l'on doit donner contre son fils qui a été enlevé, cette rançon c'est une épée magique qui du coup vaut pas mal d'argent. Donc lui, il doit récupérer l'épée et deux, si jamais c'est trop compliqué d'aller l'échanger contre l'enfant, il garde toujours l'option de la vendre et donc de faire du profit. Alors bien que ce soit de la fantaisie adulte, on a très peu de descriptions, j'ai trouvé. Et normalement ça me va, moi quand il y a peu de descriptions, c'est plutôt ce que j'aime parce que ça veut dire qu'il y a plus d'action. Effectivement, il y a pas mal d'action, mais il y a aussi des moments où les héros se posent, et donc on pourrait dire que du coup la lecture est moins haletante, c'est moins fluide, il se passe pas des trucs à chaque page. Mais d'un autre côté, on se dit, parfois c'est bien de redescendre, de laisser aux héros le temps de se poser, de pleurer éventuellement leur mort ou de penser leurs blessures. D'ailleurs, un héros dont je ne vous ai pas parlé, c'est Arkane, le dragon au dos duquel va voyager Alec, mais c'est également son ami, puisque dans ce roman, les dragons parlent, ils sont à la fois des destriers, donc comme des chevaux pour certains, des amis, et ils peuvent être de redoutables ennemis, puisque la Cité Rouge a été autrefois presque anéantie par 3 dragons maléfiques. Donc comme je vous disais, une fantaisie avec peu de description et du coup j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans cette histoire. Pourtant elle a à peu près tout ce qu'il faut pour me plaire, des dragons, de l'action, un petit peu de sentiment, une épée magique, voilà. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas réussi. On a tout ce qu'il faut, mais pour moi le mélange n'a pas très bien fonctionné. Ce qui fait que, désolée je regarde parce que je cherche les arguments en fait mais je suis un petit peu passée à côté de ma lecture, comme d'ailleurs le livre que j'avais lu il y a quelques mois je crois, Dragon, où j'avais lu pour lire, j'avais trouvé l'idée intéressante,
mais pareil, c'est presque lire pour lire, donc ben, je prends moins de plaisir. Ce qui fait que j'ai mis à ce roman-ci la note de 13/20. Si tout ce que je vous ai dit sur ces livres ne vous suffit pas, je vous invite à aller voir sur mon site steffiwolf.fr où les chroniques sont un peu plus détaillées avec peut-être un peu plus d'arguments quant à mon ressenti. Vous y trouvez bien évidemment également tout ce qui concerne mon côté autrice. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut, à commenter, à me dire pourquoi pas si vous aussi vous avez fait le Magicarium, donc le challenge du Magicarium, si vous avez pu lire selon les spécialités, si vous êtes devenu quelqu'un à l'issue de cette année scolaire, si vous avez obtenu un diplôme, bref, dites-moi tout. Et puis, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne. Il est temps maintenant pour moi de vous laisser naviguer tranquillement sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!